Chapitre 8, les interactions fondamentales. On parlera des particules élémentaires et puis des 4 interactions fondamentales. Voilà, donc la structure de l'atome, vous savez que la matière elle est constituée de molécules, et les molécules ce sont des atomes qui sont liés entre eux par une ou plusieurs liaisons covalentes. Les atomes sont constitués d'un ou plusieurs électrons qui vont tourner autour d'une partie centrale positive qu'on va appeler le noyau. Maintenant, le noyau lui-même est constitué de nucléons. Alors, les noyaux, ça veut dire nucléus en anglais. Donc, les constituants du noyau seront les nucléons, qui seront en fait les protons et les neutrons. Chaque proton va porter une charge positive élémentaire, qu'on va appeler E, tandis que les neutrons sont électriquement neutres. Alors, une des caractéristiques de l'atome, c'est que l'atome est essentiellement constitué de vide. On parle de structure lacunaire. Si on parle de la taille de l'atome, l'ordre de grandeur, c'est à peu près 10 puissance moins 10 mètres. La taille du noyau est 100 000 fois plus petite, 10 puissance moins 15 mètres. Et un nucléon, donc un proton ou un neutron, est de l'ordre de 10 puissance moins 16 mètres. Une petite remarque, c'est que on a longtemps considéré que les protons et les neutrons étaient des particules élémentaires, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien dedans. En fait, on a découvert que l'intérieur des neutrons et des neutrons n'était pas vide. On a aussi à l'intérieur des quarks. Donc les quarks eux-mêmes sont considérés comme étant des particules élémentaires. Plus tard, pour simplifier dans le cours, en première S, on dira que on pourra considérer que les protons et les neutrons sont des particules élémentaires. Alors voilà les caractéristiques des électrons, protons et neutrons. Au niveau des charges électriques, les électrons ont une charge élémentaire moins E, donc moins 1,6 fois 10 puissance moins 19. Coulomb, c'est l'unité des charges électriques. Le proton a la même charge mais positive. Le neutron, lui, est neutre, donc il n'a pas de charge électrique. Et puis pour les masses, les protons et les neutrons ont une masse qui a pour ordre de grandeur 10 puissance moins 27 kg, et l'électron a une masse beaucoup plus petite, de l'ordre de 10 puissance moins 31. Maintenant, donc, si on veut s'intéresser à la charge totale d'un noyau ou d'un cortège électronique, donc on aura à ce moment-là un nombre entier de charges E. Alors, représentation des éléments, tous les éléments sont symbolisés par un symbole qui va être X. Alors, par exemple, pour le cuivre, ça sera Cu, pour l'aluminium, Al. On aura un nombre Z et un nombre A. Alors, X, donc symbole de l'élément, on en a déjà parlé. Z, c'est ce qu'on appelle le numéro atomique, ou appelé aussi nombre de charges. Ça correspond au nombre de protons contenus dans le noyau, ou alors le nombre de charges positives. A, c'est le nombre de masse. Ça correspond au nombre total de nucléons qu'on va avoir dans le noyau, c'est-à-dire la somme des protons et des neutrons. Et puis, petite remarque, on parlera beaucoup des isotopes dans le cours. Donc, les isotopes, ce sont des éléments qui vont tous avoir le même nombre de protons, donc le même nombre atomique Z, mais un nombre de neutrons différent, ce qui va faire que le nombre A sera différent. Alors, les interactions fondamentales, il y en a une que vous connaissez déjà, c'est l'interaction gravitationnelle. Elle s'exerce entre tout corps qui possède une masse. L'interaction gravitationnelle est toujours attractive. Elle a une portée qui est infinie, mais évidemment, plus on s'éloigne, enfin, plus les corps sont éloignés, plus l'influence est petite. Et maintenant, à l'échelle astronomique, enfin, de l'échelle astronomique jusqu'à notre échelle, c'est l'interaction gravitationnelle qui est l'interaction dominante. Alors, si on prend deux objets qui possèdent des masses MA et MB, les masses vont être exprimées en kilogrammes. La force gravitationnelle qui va s'exercer entre ces deux objets sera exprimée en newtons. Et on va séparer ces deux objets d'une distance d qui sera toujours en mètres. L'expression de la force gravitationnelle est la suivante. On a la force exercée par A sur B est égale à grand G, multiplié par le produit des masses, divisé par la distance au carré. G, c'est la constante de gravitation universelle, elle vaut 6,67 fois 10 puissance moins 11, donc SI, ça veut dire système international. Et un petit schéma pour représenter cette force gravitationnelle qui s'exerce entre les deux masses. On s'aperçoit que l'objet B exerce une force sur l'objet A qui va être un vecteur, FB sur A. Et de même, l'objet A va exercer sur la masse MB une force FA sur B. Évidemment, ces deux vecteurs sont opposés.
Maintenant, une chose importante, c'est la relation qu'il y a entre la force gravitationnelle et le poids. En fait, sur Terre, on parlera plutôt de enfin, plutôt de poids plutôt que de force gravitationnelle. Mais en fait, on verra que c'est les deux. Enfin, les deux sont les mêmes. Donc, si on prend le poids, ben, on sait que le poids déjà est proportionnel à la masse, et que sur Terre, on peut exprimer le poids de la manière suivante: le P est égal à m fois g, avec g qui vaut 9,81 newtons par kilogramme. Donc le poids, c'est la force qui est exercée par la Terre sur un objet qui a une masse m, mais le poids, en fait, ça correspond à la force gravitationnelle qui est exercée par la Terre sur l'objet de masse m. Donc si on fait l'égalité entre le poids P égale mg et cette force gravitationnelle, on va obtenir une expression de petit g en fonction de la constante de gravitation universelle, c'est-à-dire petit g est égal à grand G fois la masse de la Terre divisé par le rayon terrestre au carré. Maintenant, l'interaction électromagnétique, on va parler essentiellement de la force électrique. Donc cette force électrique s'exerce entre tous les objets qui possèdent une charge électrique. Alors, on peut avoir des charges électriques positives, négatives, on peut avoir aussi des charges qui ont toutes les deux le même signe. Donc on va avoir une force qui peut être soit attractive, soit répulsive. De même que la force gravitationnelle, la portée de cette force est infinie, mais évidemment, plus les deux objets sont éloignés, plus la force diminue. Maintenant, la force, l'interaction électromagnétique est l'interaction dominante de l'échelle atomique jusqu'à notre échelle. Alors maintenant, l'expression de la force électrique. Si on prend deux charges électriques QA et QB, les charges sont exprimées en coulombs. Ces deux charges étant séparées par une distance d, la force exercée par la charge A sur la charge B est égale à K, une constante, multipliée par le produit des charges divisé par la distance au carré, avec donc les charges en coulombs, la distance toujours exprimée en mètres, même si on a des distances qui sont très très petites, de l'ordre du nanomètre ou du micromètre. Et la force évidemment exprimée en coulombs. Donc K vaut 9,0 fois 10 puissance 9, donc SI toujours pareil, c'est le système international. Distance exprimée en mètres et force en newtons. Maintenant, si on veut symboliser ou représenter l'influence d'une charge A sur une charge B et réciproquement, voilà, ça c'est le cas où on a deux charges qui ont un signe opposé. Donc on va avoir à ce moment-là une interaction qui va être attractive. Les deux vecteurs f de A sur B et f de B sur A sont opposés. Maintenant, si on a deux charges qui ont un signe identique, donc deux charges plus ou deux charges moins, on va avoir à ce moment-là une interaction qui va être répulsive. Petite remarque sur les forces électriques qui vont s'exercer entre les protons dans le noyau. Les protons sont tous chargés positivement. Maintenant, si on a un noyau, donc on va avoir des protons qui vont être très très proches les uns des autres. Et évidemment, les forces qui vont s'exercer entre les protons vont être des forces qui vont être répulsives. Alors le seul problème, c'est qu'on pourrait s'attendre à ce que les forces deviennent extrêmement importantes entre les protons, donc des forces répulsives très importantes, et ça aboutirait à avoir des noyaux qui seraient pas stables, donc une séparation des protons. Évidemment, c'est pas ce qu'on observe, les noyaux sont pour la plupart du temps très très stables. Ce qui veut dire qu'il existe à ce moment-là une interaction qui doit forcément être attractive à l'échelle du noyau pour pouvoir maintenir les protons ensemble. Alors, cette interaction attractive, c'est ce qu'on va appeler l'interaction forte. Et au niveau du noyau atomique, c'est l'interaction qui est dominante, celle qui va assurer la cohésion du noyau. Et cette interaction forte va s'exercer entre tous les nucléons du noyau, pas simplement entre protons, mais entre protons et neutrons, entre neutrons, évidemment entre tous les protons. Donc cette interaction forte, à la différence de l'interaction gravitationnelle ou interaction électromagnétique, elle ne s'exerce qu'à des distances très très courtes, donc à l'échelle du noyau atomique. Une autre interaction qui existe, c'est l'interaction faible, donc elle a lieu dans le noyau. Elle a une portée qui est extrêmement faible, de l'ordre du diamètre d'un nucléon, et c'est elle qui est responsable de certaines désintégrations radioactives. Alors maintenant, pour essayer de résumer les interactions et puis l'échelle à laquelle on va les trouver. Donc si on prend l'interaction gravitationnelle, eh ben, elle est donc toujours attractive et elle s'exerce à l'échelle de la Terre, jusqu'évidemment au niveau des galaxies. Donc retenez quand même les ordres de grandeur pour
pour la Terre, c'est de l'ordre de 10 puissance 7 mètres. Le système solaire, 10 puissance 13 mètres. Et la galaxie, donc la Voie lactée, 10 puissance 21 mètres. Maintenant, si on prend des échelles plus petites, donc de la taille humaine jusqu'à l'atome, c'est l'interaction électromagnétique qui est prédominante. Donc au niveau des échelles, l'homme c'est 10 puissance 0 mètres, les molécules c'est l'ordre de 10 puissance moins 9 mètres, les atomes 10 puissance moins 10 mètres, et évidemment l'interaction peut être attractive ou répulsive. Maintenant il reste donc les interactions à l'échelle du noyau et puis du nucléon. On va avoir à l'échelle du noyau comme interaction fondamentale l'interaction forte, qui est elle toujours attractive, et à l'échelle des nucléons, 10 puissance moins 15 mètres, on va avoir encore l'interaction forte qui va être prédominante, et on a évidemment l'interaction faible qui, elle, est responsable des désintégrations des noyaux. Voilà pour la fin du cours.